Les 10 dernières années, on a subi un flux migratoire dans les pays d'Amérique du Sud et aussi au Canada et quelques pays, bon, peut-être en France. Je voulais savoir comment on peut penser la perspective décoloniale dans le contexte migratoire. Du coup, par rapport à la diaspora haïtienne, les descendants, et comment on peut apporter ça avec nos aînés qui, bon, c'est pas simplement nos aînés, nos enfants qui sont nés ici. Comment on peut penser la perspective même et décoloniale dans ce contexte-là? Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre, se lancer sur cette question-là? Bon, je vais parler. Pardon? Je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Je ne réponds pas réellement, mais je peux suggérer quelques éléments de réflexion. Premièrement, c'est justement la migration, cette dernière vague de migration, qui va ouvrir la contreplantation aux relations externes. Non, premièrement. C'est-à-dire que c'est cette vague de migration qui va en s'accentuant depuis 1915 à nos jours. Hein. Mais c'est surtout cela qui va nous ouvrir une réflexion où participe l'étranger. Mais cette migration, cette diaspora, elle conserve encore la fissure entre la vie privée et la vie publique, parce que c'est l'éducation familiale qui va gérer les remises de fonds. Par exemple, les migrants en Haïti, comme dans beaucoup de pays, envoient les fonds aux femmes et non pas aux hommes chez eux, d'une part. C'est un aspect de la question. L'autre aspect aussi qui est très important, c'est que dans la diaspora même, se reproduisent des institutions propres de la culture opprimée. Par exemple, on a ce fameux travail de Mama Lola, où elle montre comment c'est créé à Brooklyn, non, tout un temple vaudou. Et vous, donc, dans la diaspora, vous allez trouver des formes de solidarité entre Haïtiens qui reproduisent les systèmes. Ensuite, d'autres éléments importants aussi pour voir je dirais, la superposition décolonialité et lutte, parce que c'est justement de quoi il s'agit. Vous avez chez nous, dans la diaspora, toutes sortes d'associations, les médecins du Limbé, les avocats de toutes sortes de différents villages, et qui s'occupent de leur village, qui s'occupent de faire arranger la place, qui s'occupent... Bref, il y a toute une espèce d'intersection entre vie privée, vie publique, diaspora, Haïti, etc., etc. Donc, c'est certainement pas une réponse, parce que je n'ai pas travaillé dans lui-même, mais je pense qu'il faut voir le long de ces lignes-là. Il faut bien comprendre que l'Haïtien, quand il voyage, il va s'établir à l'étranger. D'ailleurs, c'est mon cas, j'ai passé presque toute ma vie à l'étranger, enfin, au moins plus de la moitié. Non, et on se débrouille pour s'insérer dans la société nouvelle, mais on se débrouille aussi pour conserver les valeurs locales et les faire partager par nos descendants. J'aimerais ajouter justement, parce que là, on parle de... Il y a immigration, il y a aussi migration. Ouais? Et il y a un aspect aussi que, au fond, il y a une bonne partie de la migration haïtienne, ce sont des déplacés, je dirais. Et 1915, l'occupation américaine, il y a une migration, il y a des déplacés haïtiens qui atteignent 300 000. Hein? 300 000 d'Haïtiens qui ont été déportés, je dirais, à Cuba et en République dominicaine. Donc, 300 000 Haïtiens à cette époque-là, c'était à peu près 20% de la population. Oui. Parce qu'à cette époque-là, on était à peu près 3 millions d'habitants comme ça. Donc, 300 000 habitants, c'est à peu près 20% de la population qu'on déplace. Pourquoi les Américains décident de les déplacer, de les faire déplacer vers Cuba? C'est parce que c'est pour travailler justement dans l'industrie sucrière. C'est une autre migration, à part de la migration de l'Afrique à Haïti, une autre migration de Haïti à Cuba et de Haïti à République dominicaine, parce que les Américains investissent beaucoup dans l'industrie sucrière à Cuba et en République dominicaine. Pourquoi ils ne l'ont pas fait en Haïti? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question, parce qu'ils occupaient aussi Haïti à cette époque-là. Ils occupaient la République dominicaine, Haïti et Cuba. Pourquoi ils ont construit
l'industrie sucrière à Cuba et République dominicaine et non pas en Haïti. Il y a des gens qui disent ASCO, mais ASCO, c'est comme, c'est rien du tout comparativement à l'industrie sucrière en Dominicanie et à Cuba. C'est parce que dans leur tête, ça aussi, ça reprend encore l'idéologie raciste qui perçoit le noir comme quelqu'un qu'on doit faire travailler dans la terre. Donc, ils ont déterminé que c'est la main-d'œuvre haïtienne, comme main-d'œuvre noire, qu'ils devaient envoyer à Cuba et en République dominicaine. Ouais. Donc, il y a comme une division du travail qui s'est faite à cette époque-là, qui explique cette migration de plus de 300 000 Haïtiens, par exemple, qui ont été déportés à Cuba et en République dominicaine, et principalement des paysans qui se sont fait exproprier. La terre a été expropriée. Donc, en 1900, avec la Chada aussi, 1940, quand la société agricole américaine s'est établie en Haïti, justement pour cultiver l'EVA, le caoutchouc, pour répondre aux besoins de l'armée américaine, en particulier de l'aviation américaine, qui voulait avoir des nœuds, etc., etc. Ils ont pris des milliers d'hectares de terre aussi, et aussi exproprié des paysans qui ont été forcés aussi de migrer encore vers la République dominicaine, où se trouvaient les compagnies industrielles américaines qui les attendaient dans les batailles, etc. Et donc, il y a une migration forcée. 1960, c'est cette migration qu'on connaît en particulier parce qu'on parle d'une migration de la classe moyenne. C'est pourquoi on parle beaucoup de cette migration d'Haïtiens, par exemple, ici, au Canada, à Montréal en particulier. Il y a une migration de la classe moyenne, donc des gens qui ont des études universitaires, etc., qui, à cause de la dictature, justement, de Duvalier, qui va les forcer à porter à quitter. Mais c'était comparativement à cette grande migration, c'est une infime minorité. Donc, dans les années 60, par exemple, j'ai fait une étude là-dessus, c'est seulement une centaine d'Haïtiens qu'on trouve. Mais à partir de 70, avec l'implantation du plan FMI en Haïti, où ils vont commencer justement à vendre des produits américains à bon marché, l'agriculture haïtienne va commencer à dégringoler. Donc, les paysans vont être obligés justement de quitter leurs terres pour aller dans les villes. Et ce sont cette deuxième vague de l'immigration qu'on va retrouver à Montréal aussi, donc dans les factories, dans le textile, etc., etc. Donc il y a une migration, mais c'est une migration aussi qui sont vraiment véritablement des déportés. Vous voyez? Donc on a écrit un texte là-dessus, les déportés de l'Empire, par exemple, qui vous montre que c'est pas quelque chose qu'un groupe de gens fait volontairement, mais je veux laisser, etc., etc. Il y a toute une structure qui explique ça. Oui. Naturellement, comme le disait Jean Casimir tout à l'heure, cette réalité de l'immigration maintenant, ça développe il y a une autre réalité qui se développe avec l'immigration. C'est qu'il y a des enfants qui vont être nés et qu'on va continuer à percevoir comme des immigrants malgré qu'ils sont nés ici. C'est la situation des Afro-Américains pendant 400 ans qui sont jamais considérés comme des citoyens américains parce qu'ils ne sont pas blancs. Donc, ces gens-là qui sont nés ici, qui sont nés à Montréal, on va toujours les considérer comme des immigrants. On va toujours les appeler immigrants, etc., etc. Ce n'est pas le cas, par exemple, des Français qui viennent ici ou des Italiens qui, quand ils font des enfants, là, les enfants sont totalement considérés comme citoyens normaux. Mais nous, on fait face à cette situation-là qu'on est toujours les immigrants, en quelque sorte. Donc, l'enfant fait face, le jeune qui est né à Montréal, ou qui est né au Canada ou aux États-Unis même, il fait face à une situation identitaire, il ne sait pas qui il est, parce qu'on lui dit qu'il n'est pas citoyen à part entière dans ce pays-là. Et en même temps, il ne connaît pas Haïti, donc il est obligé de fabriquer une identité. Et les parents, parfois, ne savent pas comment répondre à cette question-là, parce que finalement, lorsque nous, comme moi, je suis né en Haïti, j'ai fait mes études en Haïti, donc j'ai un passé, mais ces jeunes qui sont nés ici, ils ne connaissent rien à propos de... Donc, ils doivent constituer une identité. Parfois, ils vont parler un français mélangé avec un créole, etc. Ils sont en train de constituer une identité parce qu'il y a le refus de la société de les considérer comme des citoyens à part entière. Ouais. Et donc, ça, c'est une autre étude. Et je pense que la façon décoloniale de voir ça, c'est justement de faire le lien entre ces déplacés qui sont forcés de se déplacer, justement, et leur intégration, soit des intégrations dans la société, ce qu'on appelle la société d'accueil. Donc, il y a toute une étude à faire sur ça. Je pense que c'est une grande question et je pense que c'est un champ qui est ouvert. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse effectivement des études, des analyses sur ça. Et je pense que les jeunes qui sont nés aussi à l'extérieur peuvent participer là-dedans. Oui? Et nous, on devrait
naturellement, les générations qui sont nées en Haïti, ce n'est pas une question d'aller leur expliquer l'histoire d'Haïti en tant que telle, comme quoi ils doivent être fiers, etc., d'un pays qu'ils ne connaissent pas. On doit faire face d'abord